Bonjour à tous, bonjour Alain Finkielkraut. Bonjour. Est-ce ainsi que les hommes meurent alors que la maladie en phase terminale est devenue l'un des principaux cauchemars contemporains? L'Assemblée nationale a adopté cette semaine la loi sur la fin de vie qui autorise le recours à une sédation profonde et continue jusqu'au décès. S'agit-il, comme le craignent les représentants des grandes religions, d'une entorse légale à l'interdit de tuer? La douloureuse question de l'euthanasie sera notre premier sujet. Nous évoquerons ensuite l'angoisse non pas métaphysique mais politique du Premier ministre. En effet, à l'approche des élections départementales dont le premier tour aura lieu dimanche prochain, Manuel Valls a déclaré il y a une semaine « J'ai peur que mon pays se fracasse contre le Front National ». Et vous nous direz, cher Alain Finkielkraut, si cette dramatisation vous semble ou non justifiée. Mais commençons donc par une autre peur qui hante une grande partie d'entre nous, celle de mourir dans d'atroces et inutiles souffrances. C'était l'objet de la proposition 21 du candidat Hollande que je cite « Je proposerai que toute personne majeure en phase avancée ou terminale d'une maladie incurable provoquant une souffrance physique ou psychique insupportable et qui ne peut être apaisée puisse demander dans des conditions précises et strictes à bénéficier d'une assistance médicalisée pour terminer sa vie dans la dignité ». Alors si la loi Claes-Leonetti, donc un socialiste, un UMP, votée cette semaine en première lecture par l'Assemblée, inquiète les adversaires de l'euthanasie, elle déçoit tout autant ses partisans. En effet, pendant ce temps, a lancé Jean-Luc Romero, le président de l'association Pour mourir dans la dignité, pendant ce temps, on continue à mal mourir. Alors Alain Finkielkraut, est-ce que vraiment on peut bien mourir? Y a-t-il une bonne mort? Alors, Elisabeth Lévy, contrairement à ce que vous semblez suggérer, la bonne mort n'est pas la dernière lubie de l'homo festivus. Ah non, je n'ai rien suggéré, là, c'est un procès d'intention, vraiment. Ce n'est pas la mort sympa, la mort euphorique, la mort Club Med, la mort Si Sex and Son, la mort agréable et débarrassée de son dard venimeux. Peggy a commenté admirablement cet hémistiche de Polyeucte. Dieu même a craint la mort. Quand il s'agit de périr, le corps comprend très bien qu'il n'y a plus à blaguer, écrit Peggy. Alors il se révolte le corps, il se défend le corps. Ça n'est pas juste, ça n'est pas organiquement juste. La bonne mort ne consiste pas à effacer le scandale de mourir, à l'effacer dans un dernier sourire, mais à rapatrier la mort dans le champ de la civilisation. J'appelle civilisation la mise en forme de l'existence humaine et si possible jusqu'à la fin. Mourir, ce n'est pas crever. Et ce n'est donc pas la même chose de pouvoir dire adieu aux siens et de décéder seul, anonyme, entubé, dans la lumière blême d'une chambre d'hôpital. Mais enfin, pardonnez-moi, mais aucune loi ne pourra faire en sorte que vous ne soyez pas seul, aucune loi ne pourra faire en sorte que vous soyez entouré, et si vous n'avez pas de gens autour de vous pour vous aider. Mais bien sûr, le suicide assisté vous permettrait d'abord de mourir chez vous, entouré des vôtres. Mais Pardon, allez-y. Je continue. Le programme moderne avait voulu, au départ, apporter sa pierre à l'édifice de la civilisation, au sens où j'ai essayé de définir ce terme. Qu'est-ce que le programme moderne? C'est, selon les termes de Hans Jonas, l'orientation du savoir vers la domination de la nature et l'utilisation de cette maîtrise pour l'amélioration du sort humain. Mais est-ce qu'il n'y a pas déjà dans ce programme l'idée non pas de maîtriser la façon dont on meurt, mais l'idée de maîtriser la mort elle-même? Non, précisément. Ouais. Bacon, à qui l'on doit la première formulation de ce grand programme, indissolublement technique et philanthropique, Bacon donc a donné en même temps la définition du concept moderne d'euthanasie. Je le cite, « J'estime que c'est la tâche du médecin non seulement de redonner la santé, mais encore d'atténuer les souffrances et les douleurs, et ce, non seulement quand l'adoucissement est propice à la guérison, mais aussi quand il peut aider à trépasser
paisiblement et facilement. Vous pouvez dire de quand ça date? C'est Descartes et Bacon, voilà, c'est le XVIIe siècle. Non, mais c'est voilà. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment très ancien. C'est très ancien, c'est-à-dire c'est l'aube des temps modernes. C'est ancien et moderne à la fois. Donc, mais la médecine a pris depuis Bacon, et selon son vœu, ainsi que de Descartes, un élan formidable. Elle a renversé la hiérarchie traditionnelle de l'au-delà et de l'ici-bas et remplacé le salut par la santé, la promesse d'éternité par la promesse de longévité. Elle a tenu cette promesse, mais peut-être l'a-t-elle tenue au-delà du raisonnable. Autrement dit, le progrès n'est pas univoque. Si vous voulez, la médecine, comme l'a écrit Anne-Laure Bock, qui est neurochirurgien à la Salpêtrière, aujourd'hui engendre des handicapés. L'explosion de la dépendance, c'est à la médecine qu'on la doit, une médecine qui, dans un corps devenu appareil, répare tout, remplace tout, sauf le cerveau. C'est-à-dire que la promesse de longévité est devenue, pour nous, la menace de vieillir jusqu'à être des nonagénaires déments. C'est un peu nous qui l'avons demandé aussi. Oui, mais bien sûr. Nous avons demandé à la médecine de nous prolonger. Bien sûr. Mais sauf que, d'ailleurs, on le sent très bien, jusque dans nos blagues incessantes et affolées, à nous tous, sur la maladie d'Alzheimer. Au moindre trou de mémoire. Nous ne sommes plus seulement, comme le disait Heidegger, des êtres pour la mort, nous sommes des êtres pour la démence sénile. Et la démence sénile, c'est quoi ? C'est quoi ? Eh bien, c'est l'apraxie, cette triade terrible, l'aphasie, l'agnosie. Un patient apraxique ne sait plus porter un verre d'eau à sa bouche. Un patient agnosique peut paraître perturbé par un bout de viande qu'il a dans son assiette. Il ne sait plus quoi en faire et ni à quoi sert une fourchette. D'ailleurs, il peut utiliser la fourchette comme un peigne. Et les pathologies neurodégénératives affectent sa syntaxe qui peut devenir incompréhensible. Et donc, on doit parfois le nourrir par une sonde gastrique qui l'arrache en permanence, ce qui fait que de nombreux vieillards meurent ligotés pour éviter justement de mourir par étouffement. Ce n'est pas, vous en conviendrez, Elisabeth Lévy, une bonne mort. Et qui voudrait de la longévité à ce prix ? Oui, mais justement, il me semble que quand même toutes les discussions portent sur la différence, si vous voulez, entre ce que serait l'euthanasie et là, ce que vous décrivez, les patients ligotés, c'est ce qu'on appelle l'acharnement thérapeutique. Non, mais de toute façon, oui, mais j'en viendrai, pardon. À l'euthanasie. Non, ouais. Je comprends très bien votre objection. À l'euthanasie et au suicide assisté. Je pense que cette idée d'une sédation profonde, du droit à une sédation profonde et continue jusqu'au décès en cas de maladie incurable et dans les dernières semaines n'est certainement pas à l'échelle des problèmes qui se posent à nous tous. Donc vous pensez, comme Jean-Louis Romero et comme beaucoup d'autres gens, qu'on ne va pas assez loin. Je pense que je réfléchis en fonction de ce que j'ai vécu, des morts auxquelles j'ai assisté et de l'avenir que la puissance et l'impuissance de la technoscience me réservent. Alors Paulina Dallmayr et vous allez certainement peut-être me faire changer d'avis. En tous les cas, vous me faites l'un et l'autre réfléchir. Alors justement, voilà. Paulina Dallmayr, dans son livre « Je vous tiendrai la main, euthanasie, travaux pratiques », qui vient de sortir, cite la lettre qu'un médecin belge a reçue d'une patiente dépressive, comme on dit. Et je voudrais, à mon tour, la citer. « Je vis sans espoir, sans passé, sans mémoire, sans avenir. J'ai la maladie d'Alzheimer. Je perds peu à peu la parole. Plus personne ne m'adresse une gentille parole ou un encouragement. Mon fils m'a abandonné. Mon mari n'accepte pas ma maladie. Je meurs un peu chaque jour. Alzheimer est une maladie taboue. Personne ne veut en parler, on en a honte. J'ai de l'argent pour payer mes factures. J'ai un petit chien qui est mon bonheur et qui m'oblige à vivre pour nous deux. Il me donne tout son amour et m'encourage. On rigole tous les deux quand on fait des bêtises. On se parle. J'en ai marre de me justifier. Je suis une enfant unique. Mon papa est mort à 32 ans, ma maman à 48. Je n'appartiens pas à un dieu, je suis libre. Je pense au suicide assisté.
j'ai fait ma demande parce que je suis fatigué, j'ai fait mon devoir envers la société. Et dans une carte postale qu'elle envoie un peu plus tard, elle dit à son médecin que s'il n'accepte pas à sa demande, eh bien, elle envisageait de s'écraser avec sa voiture en Italie où elle voyageait. Bon, je ne sais pas ce qu'il est advenu de cette patiente, mais je pense évidemment au cas d'Hugo Claus, l'écrivain belge, qui apprenant qu'il avait la maladie d'Alzheimer, mais étant assez lucide pour comprendre ce vers quoi il allait, cette fameuse triade, apraxie, aphasie, agnosie, est allé mourir en Belgique, dans un lieu prévu pour ce faire. Il a reçu une injection ou une pastille létale, il a sabré le champagne avec sa femme, il a dit adieu, il est mort. Je voudrais sincèrement que la médecine demain me donne cette possibilité. Il est très très difficile, contrairement à ce qu'on dit, de se suicider tout seul. Et les médecins qui protestent contre cette éventualité, qui invoquent des raisons morales et qui se drapent dans le serment d'Hippocrate ou le décalogue, tu ne tueras point. Ces médecins, je pense qu'ils sont, si vous voulez, enfin, comment dire, je suis indigné par leur attitude, parce que la morale, c'est le souci d'autrui. Ce n'est pas le souci de la morale. Quand on peut rien faire d'autre pour l'autre que de l'aider à mourir, alors il faut l'aider à mourir. Alors, mais alors à ce moment-là, pardonnez-moi, mais vous dites que ça n'est pas facile de se suicider. Oui, il y a un certain héroïsme dans le suicide, mais à ce moment-là, pourquoi n'ouvrirait-on pas cette possibilité à toute personne qui a envie de mourir, même sans être malade, et qui pourrait, en quelque sorte, se rendre dans un hôpital et dire « Eh bien, je veux être exécuté ». Bien entendu, on s'arrête à l'incurable. On s'arrête à l'impuissance médicale. Vous avez une dépression, je sais ce que c'est, il y a des antidépresseurs, il y a des psychanalystes. Vous avez la maladie de Charcot, vous avez une forme ou une autre des démences séniles, la médecine vous l'annonce et elle sait que c'est neurodégénératif et qu'elle ne pourra rien pour vous. Dès lors, prenant acte de son impuissance, elle doit être capable de vous aider. Et je voudrais citer maintenant George Steiner. Il est inconcevable que l'on puisse garder en vie malgré eux ceux qui n'ont plus pour seul espoir que de quitter la vie. Cela me semble d'un sadisme affreux. Et je pense que, au bout du compte, at the end of the day, comme disent les Américains, eh bien, c'est ça l'alternative. Sollicitude ou sadisme. Oui, alors d'abord, deux choses très vite. La première, c'est est-ce qu'il faut malgré tout légiférer ? On sait que dans les hôpitaux, si vous voulez, de plus en plus, on aide de façon passive ou active, en quelque sorte, on aide les gens à partir. Ça se fait dans le secret des hôpitaux, dans le secret des familles. Est-ce qu'il faut légiférer sur tout ? Et est-ce que vous ne comprenez pas que les représentants des grandes religions, eux, se fassent les gardiens du décalogue ? Ils font ce qu'ils veulent. Font ce qu'ils veulent, ça les regarde. Bon. Je ne me sens pas, disons, si vous voulez, représenté par eux. Et je pense d'ailleurs que la grande réconciliation à laquelle on assiste autour de ce « tu ne tueras point » est facile et factice. Simplement, je dis, si on ne légifère pas, eh bien, on n'y arrivera pas. Et donc, on dépendra de la bonne ou de la mauvaise volonté de tel ou tel médecin. On dépendra du caprice et de la chance. Alors, évidemment, il y a une autre objection, et j'en aurai très vite terminé, qui porte sur l'expression « mourir dans la dignité », parce que cela peut, si vous voulez, condamner à l'indignité ceux qui ne sont pas performants, ceux qui s'accrochent et ceux qui ne sont pas performants. C'est, comme on le dit, une pente glissante. Mais je crois qu'il faut distinguer entre deux emplois du mot dignité. Certes, il y a une égale dignité de tous les êtres humains, quelle que soit leur force ou leur faiblesse, leur puissance ou leur vulnérabilité. Mais il y a aussi ce que l'on se doit à soi-même. Tous les hommes sont des hommes, tous les hommes ne sont pas des mensch. J'ai envie de rester un mensch jusqu'à ma mort, et j'ai effectivement, si je ne meurs pas
d'un accident, ou si je ne suis pas emporté par une maladie ou tué par un terroriste, j'ai envie qu'on puisse m'aider à rester un mensch pour moi et pour les miens. Alors, bien sûr, vous resterez un mensch quoi qu'il arrive. J'invite en attendant les auditeurs à lire le vraiment très beau livre de Paulina Dahlmeier, Je vous tiendrai la main, publié aux éditions Plein Jour. Et je précise pour nos auditeurs qui ne vous verraient pas en direct que vous n'êtes pas du tout coiffé avec une fourchette, cher Alain Finkielkraut. Mais venons-en au départemental, dont le premier tour aura lieu dimanche prochain et pourrait bien confirmer le FN dans sa position de premier parti de France. Donc dimanche dernier, sur Europe 1, Manuel Valls en a appelé de façon très dramatique, ça a été très remarqué, il en a appelé à un réveil des consciences et il a revendiqué la stigmatisation de Marine Le Pen en déclarant, je le répète, j'ai peur que mon pays se fracasse contre le Front National. Alors faites-vous partie de ceux qui pensent que le Premier ministre a raison de dramatiser les enjeux, ou de ceux qui, à l'instar de François Bayrou ou de Jean-Luc Mélenchon, récusent la politique de la peur, Alain Finkielkraut? Les mêmes, en tout cas, qui disent pas d'amalgame à chaque attentat islamiste pour empêcher la stigmatisation des musulmans, pratiquent sans vergogne l'amalgame et la stigmatisation quand il s'agit du Front National. Et même revendiqué d'ailleurs. Bien sûr, sans vergogne, il n'y a aucune distinction à faire, selon eux, entre Marine Le Pen, son père, et le fascisme des années 30. Et donc, ils appellent à la constitution d'une sorte de cordon sanitaire devant un parti, certes autorisé, mais qui, disent-ils, n'est pas républicain. Je revendique, vous l'avez cité, la stigmatisation de Marine Le Pen, a dit fortement Manuel Valls. Eh bien, il me semble que cette stratégie n'est ni pertinente, ni juste, donc, ni efficace, car à raisonner par analogie, eh bien, on en vient à, si vous voulez, céder devant la menace nouvelle dont nous sommes l'objet, pour ne pas entrer dans la logique raciste du Front National. Voilà, je vous fais le raisonnement. Vous faites le raisonnement de Manuel Valls. Oui, si vous voulez. On est islamophobe aujourd'hui, comme on était antisémite dans les années 30. Le parti de Marine Le Pen est islamophobe. Or, les exigences de la laïcité et de la République visent principalement l'islam. Donc, il faut peu à peu abandonner ces exigences. Et on le voit quand le Parti radical propose, si vous voulez, l'interdiction du voile islamique à l'université ou une nouvelle loi sur la laïcité, la gauche majoritairement se récrie précisément pour les raisons que j'ai dites. Et je crois que ce syllogisme-là est pain béni pour Marine Le Pen. Son mouvement progressera tant qu'on lui laissera le monopole de l'inquiétude devant les changements qui nous tombent dessus, et tant qu'on lui laissera aussi le monopole de l'affirmation du droit de la civilisation française à persévérer dans son être et à s'en donner les moyens. Et pour citer Alain Finkielkraut, tant qu'on continuera à lui laisser ce que vous avez appelé le monopole du réel. Absolument. Voilà. Mais, pardon, allez-y. Mais si vous voulez, je voudrais... Denis Tillinac a donné ce week-end un entretien très intéressant dans Le Figaro. Que j'ai lu grâce à vous. Et il dit, tant qu'on n'aura pas levé le tabou, non seulement sur les flux migratoires, mais aussi sur le marasme de l'école, sur les institutions européennes, sur la dépossession économique et psychologique des gens de peu, le Front National continuera de prospérer. Mais alors, est-ce que précisément, d'abord, la presse, disons, venant au secours du Premier ministre, a fait ses choux gras toute la semaine, des dérapages commis, des dérapages
constaté de la part des candidats FN. Alors, une quinzaine de candidats ou une dizaine de candidats sur plus de 6000 cantons. Je ne sais pas si c'est significatif, mais effectivement, je cite de mémoire les propos d'une candidate de l'Ariège qui disait les Mahométans, pas l'islam, sont la peste bubonique du 21e siècle, il faut les éradiquer sans délai. Ce genre de choses à une quinzaine d'exemplaires. Suivi d'exclusion au demeurant, mais enfin, ces gens continueront à être candidats. Alors, est-ce qu'il y a une surdramatisation autour de tout ça ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que, vous dites, le Front National est le seul à tenir le discours de la civilisation française ? Est-ce qu'il est à la fois, ce discours, est-ce qu'il peut être à la fois républicain et Alors, je pense que bon, c'est même, je l'ai dit, je crois, dans cette émission, Elisabeth Badinter, qui a dit, en ce moment, Marine Le Pen est seule à défendre la laïcité. Elles sont désolées, d'ailleurs. Bien entendu qu'elles sont désolées. Et je m'en désole avec elles. Ce que je pense, c'est qu'avec la dramatisation choisie par le gouvernement, eh bien, celui-ci s'aligne sur les méthodes de lutte des guignels de l'info, et rien ne profite davantage que ces méthodes de lutte au Rassemblement Bleu Marine. Donc, alors, cela dit, oui, d'abord, il y a ces dérapages et qu'il faut constater, dénoncer sans cesse, mais je ne crois pas que le succès du mouvement du Front National s'atteste à travers ce genre de discours. C'est autre chose. Ah oui, au contraire, justement, Daoud Bourzalah revient de reportage dans le Doubs, où il a été dans le Jura, pardon, et justement, il a observé une espèce de banalisation, c'est-à-dire c'est pas du tout des gens qui revendiquent ce genre de propos. Voilà. Alors, cela étant, je ne me résigne absolument pas à l'idée d'une ascension irrésistible de Marine Le Pen, parce que ce parti est avant tout démagogique. Il est populiste au sens que Guy Hermet, un politologue, donne à ce terme, c'est-à-dire l'exploitation systématique du rêve populaire de réalisation immédiate des revendications des masses. Le populisme se définit, dit-il, par une relation au temps, si vous voulez, qui est en opposition absolue avec le temps normal de la politique, régi par la longue durée face à l'impossibilité de répondre à toutes les demandes. Bah justement, aujourd'hui, la politique est plutôt régie par le temps médiatique que par la longue durée. Oui, mais Marine Le Pen dit, là où vous voyez des difficultés, des demandes différentes, il y a seulement l'incompétence, la corruption et la mondialisation des élites. Sa démagogie, son populisme, si vous voulez, se déploie dans un anti-élitisme absolument forcené. Vous pensez que la mondialisation des élites, c'est une pure chimère ? Ce que je pense, c'est que l'anti-élitisme en soi n'est porteur que de très mauvaises nouvelles et ne donnera aucun résultat. Excusez-moi, Marc Bloch, que vous citez souvent ici, était, me semble-t-il, assez anti-élitiste. Eh bien, justement, alors c'est extraordinaire, parce que j'allais terminer par Marc Bloch, figurez-vous. Parce que, je le répète, on ne peut rien entendre de bon de cet anti-élitisme. Et le problème, c'est que nous avons le choix aujourd'hui entre l'anti-élitisme national de Marine Le Pen et l'anti-élitisme égalitaire de la gauche, de l'extrême gauche et de la gauche au sens large. Et justement, je voudrais citer Marc Bloch dans L'étrange défaite, parlant de l'enseignement et disant du moment qu'il cesse d'être un enseignement de classe, une sélection s'impose. Il s'agit de former des élites sans exception d'origine ou de fortune. Aujourd'hui, on ne vous parle plus ainsi, on persécute les héritiers, mais cette persécution des héritiers mène à la liquidation progressive de l'héritage lui-même. Voilà, donc je combats le populisme et l'anti-élitisme, mais je crois qu'il faut le combattre sous toutes les formes qu'il prend.
Et peut-être effectivement reprendre au Front National le monopole du réel. J'avoue avoir été assez frappé par l'image du Premier ministre à l'Assemblée nationale disant à une représentante du peuple « Vous n'êtes pas la France ». Et je me demande si, comme vous l'avez dit, ça n'est pas ça qui va fondamentalement... Ah bah oui, c'est bien entendu. Je pense que ce genre de discours, face à des gens qui, à leur manière... disent la France doit durer, la France doit continuer, ne peut qu'exaspérer davantage leurs électeurs et en plus que leur gagner des électeurs nouveaux. Eh bien, nous aurons la réponse dimanche soir prochain puisque la France aura voté pour le premier tour. Mais nous évoquerons évidemment les élections législatives israéliennes qui ont lieu mardi et dont l'issue est finalement plus incertaine que ce qu'on croyait jusque-là. Alors en attendant, on vous retrouve toujours dans Causeur. Bonne semaine à tous, ainsi qu'à vous, cher Alain Finkielkraut. Merci.